Bonjour à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour ce cours, ce nouveau cours sur les actifs patrimoniaux et on s'inscrit toujours dans le chapitre dédié au marché action. Alors, ce cours, c'est la troisième partie du chapitre sur les actions qui sera intitulé Les indices actions. Alors, sans tarder, alors, avant de commencer, j'avais une petite correction dans le bloc, dans le chapitre précédent sur les indicateurs microéconomiques. Dans le bloc lié au fonds de roulement, les créances clients doivent être additionnées au BFR, d'où leur suppression dans le bloc visant à réduire le BFR. Donc là, vous voyez, j'ai enlevé il faut enlever les créances clients de ce bloc-ci. Voilà, c'est une petite erreur que j'ai vue en passant dans le cours précédent sur l'analyse microéconomique des entreprises. Alors, on va passer dans le dur du sujet. Pourquoi investir dans un indice plutôt que dans une action? Alors, le biais du survivant est un ennemi mortel du stock picker. Alors, ça peut paraître des mots un peu compliqués, un peu. Alors, le stock picker, c'est simple. Le stock picking consiste en fait à se construire un portefeuille ciblé de valeurs d'entreprise que l'on achète en vue de garder très longtemps afin de profiter sur le long terme de la croissance des entreprises et des dividendes. Le plus célèbre stock picker de l'histoire, évidemment, c'est Warren Buffett. Alors, le billet du survivant, en fait, c'est une forme de billet de sélection consistant à surévaluer les chances de succès d'une initiative en concentrant l'attention sur les sujets ayant réussi, mais qui sont des exceptions statistiques, plutôt que des cas représentatifs. Quelques exemples de billets du survivant: Kylian Mbappé, qui est un footballeur très riche, mais est-ce que forcément on devient riche en jouant au football? Réponse: on gagne bien plus en étant salarié dans quelque secteur que ce soit que en se lançant dans une carrière de footballeur. Mais Mbappé faisant partie des exceptions, on ne parle que de lui et des rares comme lui qui ont réussi, Messi, Ronaldo, etc., en omettant de citer les myriades de joueurs ayant tenté leur chance. Et donc, évidemment, souvent, en fait, on se laisse aveugler par ce biais du survivant. On a souvent tendance à construire des règles à partir de quelques exceptions. Donc, construire un portefeuille action est très complexe. Dans la vidéo précédente, donc consacrée à l'analyse microéconomique et financière des sociétés, nous avons vu qu'il n'est pas simple de se construire un portefeuille d'actions individuel pour accéder à la liberté financière. Il faut en effet pour cela comprendre la structure du bilan de l'entreprise, maîtriser les différents indicateurs que j'ai décrits dans la précédente vidéo: chiffre d'affaires, résultats, BFR, FR, EBITDA, RBE, etc. Comprendre comment les analystes projettent les bénéfices futurs, anticiper l'évolution des bénéfices et de la politique de l'entreprise relativement à l'environnement des taux d'intérêt, et être capable d'anticiper que les entreprises dans lesquelles on investit feront mieux que le consensus des analystes. Par ailleurs, au-delà de bien savoir projeter les bénéfices futurs de l'entreprise, il existe un biais qui joue très souvent à long terme contre l'investisseur, à savoir le biais du survivant. Il suffit en effet d'un exercice ou deux où l'entreprise se retrouve confrontée à un problème de trésorerie pour mettre en péril tout le business plan. C'est pour cette raison que dans le schéma présenté dans la partie sur les indicateurs microéconomiques, j'ai distingué deux conditions de développement d'une entreprise, à savoir le business plan en matière de projection de bénéfices futurs et une trésorerie nette positive. Si l'on prend l'exemple du Dow Jones sur les 30 valeurs qui composaient l'indice phare de la bourse de New York en 1929, seule une valeur était encore présente dans l'indice durant les années 2010, à savoir General Electric, qui s'appelait avant Edison. Et encore, General Electric
est sorti, a eu de grosses difficultés financières et est sorti du Dow Jones à la fin des années 2010 ou au début des années 2020, je me souviens plus. Si bien que au moment où je fais ce cours, la totalité des entreprises du Dow Jones présentes en 1929 a disparu aujourd'hui, n'existe plus, ne figure plus dans l'indice aujourd'hui. Un investisseur ayant donc investi dans les actions du Dow Jones en septembre 1929, une petite coquille, c'est pas 2029, en septembre 1929, serait aujourd'hui ruiné, alors que le Dow Jones est passé de 400 points en septembre 1929 à plus de 30 000 points en septembre 2022. Et donc, évidemment, cela nous amène à, ce paragraphe. Comment sont construits les indices actions? Alors, il existe deux méthodes pour construire un indice action. On a ce qu'on appelle la méthode pondérée par les capitalisations boursières et la méthode équipondérée. Alors, la méthode pondérée par les capitalisations que nous voyons ici est la méthode vraiment la plus fréquente. C'est de loin la plus utilisée et aussi la plus intuitive. Alors, on va prendre l'exemple du CAC 40. Alors, la formule, elle peut faire peur, hein, mais en réalité, elle est assez simple à comprendre. Donc, le CAC 40 a été créé le 1er janvier 1988 et la valeur du CAC 40, la valeur que vous observez aujourd'hui du CAC 40, ce n'est rien d'autre que la capitalisation des 40 plus grosses entreprises françaises aujourd'hui, au moment où l'indice est coté aujourd'hui, que l'on divise par la capitalisation des 40 plus grosses entreprises françaises présentes au 31 décembre 1987, multiplié par 1000. Cette formule est encore valable aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, quand vous voyez le CAC 40 évoluer, en fait, c'est la somme des 40 plus grosses capitalisations françaises qui évoluent en temps réel, hein, que l'on divise en fait par une capitalisation constante en référence de 87 multipliée par 1000. Généralisation, à l'image de ce qu'on a vu sur le CAC 40, la très grande majorité des indices boursiers sont calculés comme étant la somme des capitalisations des entreprises qui le composent, que l'on divise par la capitalisation totale à une date de référence et que l'on multiplie par un coefficient. Cette méthode est appelée méthode par pondération par les capitalisations du fait que les poids des entreprises composant l'indice n'est pas identique et se calcule par le poids de l'entreprise relativement aux autres au vu de sa capitalisation boursière. Évidemment, si on formalise mathématiquement ce que c'est, donc si on considère I, donc l'indice qui est composé des N entreprises, hein, I ça peut être le CAC 40, chaque entreprise petit i a une capitalisation notée CI, la date de création de l'indice est notée grand T, la capitalisation boursière des N plus grosses entreprises de l'indice AT est noté CT, et le coefficient de passage qui est noté psi. Et la valorisation de l'indice, c'est cette formule, hein, c'est la somme, en gros, c'est la somme des valeurs des actions multipliées par le nombre d'actions de chacune des entreprises. Hein, c'est ce que vous voyez, c'est le thermonumérateur, que vous divisez par la capitalisation totale des entreprises à une date donnée, grand T, que vous multipliez par un coefficient psi, qui est un coefficient arbitraire qui ne bouge pas. Donc voilà un petit peu, hein, comment sont construits les différents indices, enfin la plupart des indices. Alors, il existe une autre méthode, plus rare, qu'on appelle la méthode équipondérée. Alors, elle est très peu utilisée et elle consiste en fait à appliquer le même poids à toutes les entreprises qui composent l'indice. Alors, deux indices sont calculés par cette méthode. Il y a le plus ancien, qui est le Dow Jones Industrial Alliance, et le Nikkei, qui est l'indice phare de la bourse japonaise de Tokyo. Alors, on va faire un petit exemple. Justement, un petit exemple de la force, en fait, d'un indice par rapport au fait d'investir dans des entreprises. On voit qu'en fait que la composition d'un indice évolue avec le temps, ce qui lui assure une certaine immortalité. Alors là, j'ai pris un exemple, hein.
j'ai pris deux dates, 1980-2020. Donc j'ai pris 20 entreprises, hein. Donc en 1980, on a 17 entreprises, dont 3, hein, l'entreprise 18, 19 et 20 n'existaient pas encore en 1980. Et en 2020, ben, les 3 entreprises, elles ont été créées entre-temps, 18, 19, 20, mais on a eu 3 entreprises, E2, E4 et E8, qui ont fait faillite. On va considérer les investisseurs A et B. L'investisseur A investit dans les entreprises E1, E2 jusqu'à E10, qui se trouvent être les plus grosses capitalisations en 1980. Là, vous les voyez en rose. Hein, en 1980, vous avez les 10 plus grosses capitalisations en 1980, soit 100 milliards. Enfin, voilà. L'investisseur B investit en 1980 dans l'indice boursier I, composé des 10 plus grosses capitalisations, en rose aussi dans le tableau. Évidemment, donc en 1980, on a quasiment le même investissement. A et B investissent exactement la même chose. Il y en a un qui achète l'indice, qui est composé à ce moment-là de E1 jusqu'à E10, et l'autre qui achète les entreprises séparément. La valorisation des portefeuilles des investisseurs A et B sont proportionnelles à la somme des capitalisations E1 jusqu'à E10 en 1980, soit 100 milliards d'euros. Si vous faites la somme, vous arrivez à 100 milliards d'euros. L'investisseur A adopte une attitude passive et reste investi pendant 40 ans dans les entreprises E1, E2, E3 jusqu'à E10. L'indice I dans lequel a investi l'investisseur B va évoluer au cours du temps pour ne garder que les 10 plus grosses capitalisations. En 2020, la valorisation du portefeuille A sera proportionnelle à la somme des capitalisations des entreprises E1 jusqu'à E10, soit 56,5 milliards d'euros. Si vous faites la somme de E1, bon, E2 a fait faillite, plus E3, plus E5, plus E6, plus E7, plus E9, plus E10, vous arrivez à 56,5 milliards d'euros. En 2020, toujours, la valorisation du portefeuille de B sera proportionnelle à la capitalisation de l'indice I dont les entreprises sont colorées en rose en 2020, ce qui donne un montant de 174,2 milliards d'euros. Évidemment, un indice aura, comme l'indice prend à chaque fois les plus grosses capitalisations en 2020, l'indice I, en fait, sera composé de E1, E10, E11, E12, E14, E16, E17, E18, E19, E20. Donc on voit bien que l'indice, l'investissement dans un indice est tout sauf un investissement passif, puisque en fait l'indice, la composition de l'indice aura évolué dans le temps. Conclusion, l'investisseur A, qui a investi de manière passive dans le portefeuille composé des entreprises E1, E2 jusqu'à E10, voit son portefeuille perdre 45% de sa valeur, car 3 entreprises ont entre-temps mis la clé sous la porte. L'investisseur B, qui a investi dans l'indice I, a pu bénéficier de la gestion dynamique de l'indice qui fait automatiquement sortir les entreprises les moins capitalisées. De ce fait, l'investisseur B ne sera pas pénalisé par les faillites des entreprises E2, E4 et E8 et bénéficiera de l'entrée tonitruante des entreprises E18, E19 et E20 dans l'indice. L'investisseur B verra alors son portefeuille augmenter de 74%. Donc attention, investir dans un indice est tout sauf un investissement passif. L'investisseur qui a investi dans l'indice aura une performance 3 fois supérieure à celui qui est resté investi passivement dans les 10 entreprises qui composaient l'indice en 1980. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment très important à savoir, hein, sur les actions. C'est peut-être le point le plus important à savoir. Et c'est ce qui explique pourquoi très peu de gérants de stock pickers, arrivent à battre les indices. C'est parce que l'indice, sans arrêt, il s'adapte, il se réinvente au fur et à mesure que les entreprises évoluent. Alors que le stock picker, il va suffire qu'il il évalue mal la santé de une, deux, trois entreprises de son portefeuille et sa performance, elle s'effondre. On a très très peu de stock pickers, de gens qui construisent un portefeuille action capable de battre
des indices. Un des rares exemples connus dans le monde moderne qui a pu battre les indices sur 20, 30, 40 ans, c'est Warren Buffett. Mais sinon, c'est très, très difficile de construire un portefeuille d'actions capable de battre des indices, notamment les gros indices comme le Dow Jones, le CAC 40, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment très important à savoir. Même des gérants qui travaillent dans les banques ont énormément de mal à battre les indices. Donc voilà un petit peu la force des indices par rapport aux actions. Alors évidemment, ça ne nous empêche pas de construire un portefeuille qui comprend à la fois des, des fonds sur des fonds actions sur indices et évidemment avoir quelques valeurs qui nous tiennent à cœur pour construire un portefeuille qu'on appelle cœur satellite. Alors, on va maintenant prendre l'illustration du Dow Jones. Alors, qu'est-ce que le Dow Jones et comment fonctionne-t-il? Alors, je fais un focus sur le Dow Jones parce que le Dow Jones existe depuis le 19e siècle. C'est vraiment, le CAC 40 a été créé en 1988. Le Dow Jones existe depuis 1880 et quelques. Ça remonte très très loin. Alors, donc la ville de New York accueille deux places boursières à renommée mondiale, le NYSE ou New York Stock Exchange et le Nasdaq, National Association of Securities Dealers Automated Quotations. Afin de suivre l'évolution de ces deux places boursières, il existe plusieurs indices boursiers. Ces indices prennent en compte plusieurs entreprises cotées sur les marchés boursiers et varient en fonction du cours des actions ou de la capitalisation de ces entreprises. L'indice boursier qui jouit de la plus grande renommée à travers le monde est le Dow Jones. Il est le plus ancien indice et suit l'évolution des bourses new-yorkaises depuis plus d'un siècle. Il a ainsi connu plusieurs cracks boursiers, notamment celui de 1929, de 2000 et de 2007. Créé en 1896, le Dow Jones Industrial Average, le DJIA, est plus couramment nommé Dow Jones. À l'origine, il suivait les variations des cours de 12 sociétés cotées sur le NYSE. Depuis, le nombre de sociétés observées est passé à 30, dont certaines sont cotées sur le Nasdaq. Aujourd'hui, les sociétés prises en compte par le Dow Jones sont de tous les secteurs. 3M, Apple, Boeing, Cisco Systems, Intel, Microsoft, Visa, Walt Disney Company, etc. Sur les 12 sociétés originelles, 9 concernaient le secteur d'activité des chemins de fer, une portée sur le télégraphe, une sur la machine à vapeur et la dernière entreprise, General Electric, exerçait dans le secteur de l'électricité. Aucune de ces 12 entreprises n'est prise en compte aujourd'hui dans le Dow Jones. La dernière à avoir été remplacée, comme je vous le disais en début de vidéo, est General Electric en 2018. Le Dow Jones se différencie des autres indices, comme je l'avais dit, boursiers, par son système de calcul. La grande majorité des indices sont déterminés en se focalisant sur la capitalisation boursière des entreprises prises en compte. Le Dow Jones, tout comme le Nikkei 225, est pondéré sur la valeur de l'action. Afin de supprimer les variations de l'indice dues à un fractionnement des actions ou le changement des entreprises suivies, l'indice est divisé par le Dow Divisor. Ce dernier est régulièrement mis à jour afin de conserver un indice fiable. Le calcul du Dow Jones est un des reproches qui lui est fait de la part des investisseurs. Également, le fait de se focaliser seulement sur 30 compagnies le désavantage en comparaison avec des indices comme le S&P 500. Néanmoins, il reste aujourd'hui un indice de premier plan et le plus utilisé par les acteurs de la finance mondiale. Parce que, en fait, le Dow Jones, comme il a été créé en 1896, on peut comparer, on peut le suivre dans les temps. On peut analyser l'histoire humaine, l'histoire économique, l'histoire militaire, l'histoire politique des États-Unis et de la planète en suivant l'évolution du Dow Jones. Et là, on le voit, ça c'est l'évolution du Dow Jones en échelle logarithmique. Alors, le Dow Jones a été créé en 1896. Alors avant, il a été reconstitué, on peut reconstituer des indices. Et là, on voit son évolution logarithmique. Il valait à peu près
une dizaine de points quand il a été créé, donc on le voit, il monte avec quelques saccades, hein. On voit ici la Première Guerre mondiale où il fait pas grand-chose, hein, il yoyote, mais il évolue pas. Ensuite, on a les années folles, hein, après les années 20, on a l'invention de l'automobile, les premiers téléviseurs qui sortent. Enfin, on a vraiment énormément d'inventions, hein, les années folles après la Première Guerre mondiale. On a le Dow Jones qui fait une embardée, une envolée, qui est quasiment multiplié par 5 en 10 ans. Et puis là, vous voyez, on a le crack de 1929, hein, où le Dow Jones passe de quasiment euh, 300 points, 400 points à 40 points, une baisse de quasiment 90%. Ensuite, on a le New Deal de Franklin Roosevelt, hein, donc qui propulse, qui fait rebondir le Dow Jones. Puis on a ensuite la deuxième récession, la récession de 1937, qui provoque une rechute du Dow Jones, suivie du début de la Deuxième Guerre mondiale et de l'attaque de Pearl Harbor. On voit la chute ici à la fin de l'année 41, lorsque, à la surprise générale, la base navale américaine de Pearl Harbor a été attaquée par les Japonais. Et ensuite, on voit, hein, effectivement le renversement de tendance, hein, quand les Alliés commencent, après la bataille de Stalingrad, à reprendre l'avantage sur les Allemands et sur les Japonais. On voit une envolée du Dow Jones, alors le Dow Jones qui repart très fortement à la hausse parce qu'évidemment les marchés, dès 42, commençaient déjà à anticiper la victoire des Alliés sur les Allemands et les Japonais. Puis on a effectivement à la fin, à la victoire des Alliés, on a comme toujours, hein, le marché qui anticipe les coûts pharaoniques que va poser la reconstruction. On a une correction ici qui va durer 2-3 ans. Et puis ensuite, on a les 30 glorieuses, c'est-à-dire une grosse croissance économique qui va durer une bonne vingtaine d'années, liée à la reconstruction, à l'expansion des entreprises. Et là, on a une envolée de l'indice Dow Jones jusqu'au milieu, à la fin des années 60, on a la guerre du Vietnam, on a la fin des accords de Bretton Woods, on a les chocs pétroliers, la stagflation des années 70, et là on voit le Dow Jones qui ne fait quasiment rien pendant quasiment presque 20 ans. Il ne fait rien, il yoyote à cause justement de la stagflation des années 70 avec les deux chocs pétroliers. Ensuite, on a une correction, encore une dernière correction liée à la montée des taux à 20% par Paul Volcker qui va tuer l'inflation. Et ensuite, on a une embardée du Dow Jones, on a la désinflation. Pendant 20 ans, on va avoir une désinflation, une baisse de l'inflation avec une croissance qui est encore dynamique. Et là, on va voir le Dow Jones avoir vraiment 20 années magiques de très très forte hausse, hein, à part le petit crack de 87 que l'on voit ici. Puis on a les deux crises. On va avoir la décennie perdue après 2 décennies d'euphorie. On va voir la décennie perdue avec le crack Internet, l'explosion de la bulle Internet en 2000, puis l'explosion de la bulle immobilière, la bulle des subprimes et la faillite de Lehman Brothers en 2007-2008. Puis ensuite, évidemment, on a 10-12 nouvelles années d'embarquer du Dow Jones qui va le faire passer de 7000 points à plus de 30 000 points qu'on connaît aujourd'hui. Alors évidemment, on aura eu la crise du Covid, mais qui aura été vite effacée. Et depuis 2022, on a une correction qui s'installe suite à la remontée de l'inflation. Et évidemment, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est juste une correction avant une nouvelle envolée du Dow Jones ou est-ce que l'on va assister finalement à une nouvelle décennie finalement un peu perdue, une nouvelle décennie où le Dow Jones et les indices actions en général ne feront rien. Donc voilà un petit peu un exemple, hein, comment à travers la lecture d'un indice historique comme le Dow Jones, on peut revivre finalement l'histoire humaine quelque part durant ce dernier siècle. Alors, quels sont maintenant les principaux indices mondiaux? Parce que, ok, c'est bien beau le Dow Jones, mais imaginons vous êtes investisseur français, vous êtes un peu frileux d'aller investir à l'étranger, vous vous dites, bah tiens, moi j'ai envie d'investir en France, mais sans me focaliser sur deux, trois valeurs qui peuvent faire faillite ou s'effondrer, comme Eurotunnel, par exemple. Donc voilà un petit peu, je vais vous présenter les différents indices mondiaux. Alors on va commencer par les indices européens, proches de chez nous. Alors sur Paris, hein, on commence vraiment proche de chez nous. On a, vous voyez, on a plusieurs indices, hein, rien qu'en France. Les principaux, hein, on en a deux principaux. On a le CAC 40, hein, qui regroupe les 40 plus grosses capitalisations
Euronext Paris, les 40 plus grandes capitalisations françaises, et le SBF 120, qui regroupe les 120 plus grandes entreprises françaises. Sinon, vous avez évidemment plusieurs autres bourses, hein. Vous avez la bourse d'Amsterdam, vous avez la bourse de Belgique, vous avez la bourse du Portugal, l'Espagne, enfin, chaque pays a sa place boursière. Alors, on a deux grosses places boursières en dehors de Paris. On a à Londres, là, où est coté le FTSE 100, qui regroupe les 100 plus grosses capitalisations britanniques, et le DAX 30 en Allemagne, à Francfort, qui regroupe les 30 plus grosses capitalisations allemandes. Donc vous voyez, rien qu'en France et en Europe, il y a matière à faire. Alors si on s'éloigne, si on prend un petit peu de hauteur, on regarde sur la planète, on voit aussi que la plupart des gros pays de la planète ont des places boursières, ont des indices dans lesquels on peut investir. Alors on a, rien qu'aux États-Unis, on a 5 gros indices aux États-Unis. À New York, on a le Dow Jones Industrial Alliance, hein, je vous en avais parlé. On a le S&P 500, qui est peut-être le plus gros indice, l'indice qui est peut-être le plus liquide, qui est le S&P 500. On a le Nasdaq, qui regroupe les 100 plus grosses entreprises technologiques de la côte américaine, notamment les fameuses GAFAM, hein, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. On a le MSCI US, moins connu, et on a le Russell 2000 qui rassemble les 2000 plus grosses entreprises américaines. Évidemment, on a aussi d'autres capitales, hein. On a le Bovespa, qui est un gros indice sud-américain, donc brésilien, coté à la bourse de Sao Paulo. On a le Nikkei, bien sûr, le Nikkei 225, coté à la bourse de Tokyo. On a le SSE Composite, qui regroupe les 50 plus grosses entreprises chinoises cotées à la bourse de Shanghai. Et puis, on a le All Share, qui est l'indice des 40 plus grosses entreprises d'Afrique du Sud cotées à Johannesburg. Donc, vous voyez que finalement, avec quelques indices, hein, le Nasdaq, le Dow Jones, le S&P, le CAC 40, le FTSE, le DAX, le Nikkei, le Bovespa, le All Share Johannesburg, bah, vous pouvez déjà être investi sur la totalité de la planète, sur les 5 continents de la planète. Donc vous voyez la puissance des indices, c'est que ça vous permet d'être diversifié avec finalement pas énormément de montants, ça c'est le gros avantage, et surtout d'avoir finalement une gestion dynamique. Parce que dès qu'une entreprise va commencer à battre de l'aile, elle va vite sortir de l'indice, ce qui finalement vous diminuera votre risque d'être exposé aux faillites individuelles des entreprises, à un mauvais choix de manager. Parce que c'est très difficile quand on est salarié, quand on a une activité salariée, de suivre en continu la vie des entreprises. Et là, je vous renvoie au scandale, au nombre de particuliers qui ont été ruinés parce qu'ils ont investi dans des valeurs, hein. Je peux citer Eurotunnel, France Télécom, Société Générale, on a EDF dernièrement, hein, qui a été introduite à 30 euros l'action et qui vaut aujourd'hui à peine 10 euros l'action, qui va être nationalisée par l'État. Ça, c'est le problème, c'est que quand on investit dans une valeur, dans une entreprise, c'est très risqué parce qu'à moins d'être un analyste comme Warren Buffett qui passe du temps à lire les bilans, vous n'avez pas le temps et vous vous faites souvent avoir. Donc ça, c'est un conseil. C'est, pour moi, il est préférable dans une approche patrimoniale d'investir dans des fonds indiciels que dans des actions en stand-alone. À moins d'être un passionné, à moins d'être capable de consacrer 2, 3, 4 heures par jour à suivre vos différentes entreprises. Comment investir dans les indices diversifiés? Parce que ça paraît un peu théorique. Alors autant une action, on voit un petit peu comment on peut acheter une action. Il y a le plan d'épargne action, le PEA. Par contre, investir dans un indice, c'est pas très intuitif. Alors en réalité, on peut pas investir directement dans un indice. Soit on va investir dans un ETF, soit on va investir dans un fonds indiciel, un OPCVM, soit on va investir dans des futurs, des CFD, qui vont répliquer les indices. Et il existe plusieurs enveloppes d'investissement pour investir dans quelque chose, dans un fonds qui se rapproche le plus des indices que j'ai présentés plus en amont dans cette vidéo.
Alors, on va commencer par le compte titre, hein. Donc, je ferai un cours, hein, sur chacune de ces enveloppes d'investissement, mais rapidement, je balaye rapidement le compte titre. L'avantage, c'est qu'il est directement relié à votre compte courant. Ça, c'est très très bien. Par contre, il a une fiscalité qui n'est pas du tout avantageuse. Vous avez les plateformes de trading. Le gros avantage des plateformes de trading, c'est que vous pouvez traiter des montants bien supérieurs à votre investissement. C'est le seul levier, la plateforme de trading, avec l'immobilier, où vous pouvez traiter 10, 15, 20 fois votre mise. Hein. C'est-à-dire que vous apportez, par exemple, 10 000 euros d'apport, et avec ces 10 000 euros, vous pouvez acheter pour 100 000, 200 000 euros d'indices actions. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Il n'y a que sur les plateformes de trading que vous pouvez faire ça, sur les actions. À part ça, il n'y a que l'immobilier où vous pouvez utiliser l'effet de levier du crédit. Donc les plateformes de trading, ça c'est le gros avantage. Par contre, vous avez énormément d'inconvénients. Le premier, ce sont les intérêts et frais intercalaires quotidiens. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, vous payez des frais de rollover. Vous avez un coût de rollover d'autant plus élevé que les taux le sont. Quand on est en phase de remontée des taux, vous allez avoir des frais de rollover de plus en plus élevés. Vous avez un très fort risque de perte en capital à cause de l'effet de levier. L'immobilier, l'avantage, c'est que l'immobilier évolue peu, il n'est pas très volatile. Donc même si vous avez un effet de levier, vous gardez votre immobilier 10-15 ans, vous vous y retrouvez. Sur les marchés actions, si vous faites un levier 20, il suffit que les marchés bougent de 5% à la baisse pour que vous perdez tout. Et enfin, on a une fiscalité très désavantageuse. L'assurance vie. Alors l'assurance vie, gros avantage, c'est que vous pouvez traiter un très grand nombre d'actifs uniquement dans les assurances vie à architecture ouverte. Ça, c'est un gros avantage. L'inconvénient, vous avez des frais d'entrée, de gestion, voire même d'arbitrage, de sortie et de surperformance. Ça dépend des assureurs. Par contre, gros avantage, c'est que vous pouvez déléguer la gestion de votre assurance vie par un conseiller en investissement financier. Si vous n'avez pas le temps, etc., vous pouvez très très bien vous construire un portefeuille en assurance vie en déléguant la gestion à un conseiller en investissement financier. Alors, il y a deux autres enveloppes un peu spécifiques où vous pouvez investir dans des indices. On a le plan d'épargne entreprise. On a deux gros avantages. Le premier, c'est la possibilité de bénéficier d'abondements très intéressants et une fiscalité très avantageuse. Deux inconvénients, l'argent est bloqué pendant 5 ans, sauf cas exceptionnel, et il est peu diversifié, sauf le cas des plans d'épargne entreprise, de petites entreprises qui ont été ouvertes par certains conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Et on a aussi le plan d'épargne retraite. Alors pareil, un plan d'épargne retraite, possibilité de bénéficier d'abondements très intéressants s'il a été ouvert par votre entreprise. Il a une fiscalité très avantageuse. Autre avantage, par contre, il y a deux inconvénients. Le premier, c'est argent bloqué jusqu'à la retraite, sauf cas exceptionnel, et il est peu diversifié en général, sauf le cas des plans d'épargne retraite ouverts par certains conseillers en gestion de patrimoine. Donc voilà un petit peu pour les différentes enveloppes d'investissement pour investir dans des fonds indiciels. Donc, vous voyez un petit peu voilà, ce cours, hein, sur les indices actions, hein, vous voyez un peu l'avantage, les différences entre investir dans un indice action par rapport au fait d'investir dans un portefeuille de valeurs d'entreprise. Vous voyez, il y a des avantages, il y a des inconvénients, à chacun de peser le pour et le contre. Si vous êtes passionné, si vous êtes prêt à passer des heures et des heures chaque jour à suivre les valeurs, suivre les entreprises, aller sur le terrain, participer aux assemblées générales, lire des journaux, rencontrer des dirigeants, rencontrer des analystes, ça peut être intéressant effectivement peut-être de se construire un portefeuille de valeurs. Par contre, si vous avez plus une vision macroéconomique, si vous n'avez pas forcément le temps, il vaut mieux investir dans des indices. Alors, quelles sont les prochaines étapes? Alors, comme dans le cadre de l'analyse d'une action d'entreprise individuelle, nous nous sommes penchés sur des indicateurs microéconomiques. Dans le cadre des indices, il existe des indicateurs plus globaux
appelés indicateurs macroéconomiques qui régissent la vie des indices boursiers. Par exemple, l'inflation, le PIB. C'est ce que nous verrons en détail dans le prochain cours sur ce chapitre dédié aux actions. Voilà un petit peu. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce troisième cours dédié au marché actions. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur les indices, sur la différence entre les indices et les actions. Comment un portefeuille de 10 valeurs peut évoluer de manière radicalement différente qu'un indice composé des 10 valeurs à l'instant t égale 0. La performance peut ne rien avoir à faire. Après, ça dépend. Il n'y a pas forcément de règles. Il y a des gens qui aiment bien acheter des valeurs, des entreprises, des valeurs d'entreprise, parce que ça leur paraît plus concret. Il y a des personnes qui ont plus une approche d'allocation d'actifs, une approche plus patrimoniale, qui vont plus investir sur des fonds indiciels. Voilà. À chacun de trouver son style, il n'y a pas forcément de règles. Statistiquement, vous avez plus de chances d'avoir une bonne performance sur le long terme à travers les investissements indiciels. Par contre, si vous êtes capable de jouer avec le billet du survivant, un peu comme Mbappé qui a cartonné dans le football et qui gagne des millions et des millions et des millions, si vous êtes un très bon stock picker, un peu comme Warren Buffett, évidemment, vous pouvez battre tous les indices de la planète. À vous de choisir votre style en fonction du temps que vous avez à y consacrer et de votre appétence. Est-ce que vous préférez analyser un EBITDA, un PER, un chiffre d'affaires, un résultat, ou est-ce que vous préférez plutôt suivre des indicateurs plus macro, comme le PIB, l'inflation, la confiance des consommateurs, etc., etc. Ce sont des indicateurs que nous verrons dans le prochain cours. Voilà, écoutez, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure où vous visualisez cette vidéo et j'espère vous retrouver pour le prochain cours sur les marchés actions dédiés aux indicateurs macroéconomiques. Prenez bien soin de vous et à bientôt.